Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du lundi 13 février 2023. Dans les informations de ce jour, page faits divers pour commencer, un camion-benz qui transportait de la terre pour un remblai a été lâché par ses freins et a foncé sur un poteau de la Jirama. Il a également percuté 4 personnes hier au rond-point d'Alassour. Selon les informations, un jeune garçon, une des 4 personnes qui ont été heurtées par ce camion, est décédé. Les détails avec Radromen et Hassan Khafan Zanaj. Cet accident s'est produit au rond-point d'Alassour hier vers 7 h du matin. Un camion-benz transportant 30 tonnes de terre a été lâché par ses freins et a percuté 4 personnes sur le bord de la route. 3 personnes ont été gravement blessées, écrasées sous la voiture. Les pompiers, les forces de l'ordre et les riverains se sont entraînés pour les extraire. Toutes les personnes renversées par la voiture ont été transportées en urgence à l'hôpital à Chiera. Et d'après les informations, l'une des victimes, un jeune garçon, est décédé après avoir subi une opération. Aucun membre de sa famille n'est encore venu à l'hôpital. Et selon le commissaire d'Alassour, Ravelson Zak Arvouni, le document d'identification de la voiture est légal. Par ailleurs, le conducteur est actuellement retenu au commissariat de police d'Alassour pour un interrogatoire. Ensuite, une famille du Fouktan de Marian, dans la commune rurale de Khanouir, a donné naissance à des triplés. Les 3 bébés sont nés à 4 jours d'intervalle. La famille a du mal à élever les enfants et lance un appel aux personnes de bonne volonté. Voici la maison familiale de Martha, dans le Fouktan de Marian, commune de Ranouij. Sa femme a accouché de triplés. On ne savait pas pendant la grossesse qu'il y aurait été triplés, déclare la mère de famille. De plus, cette dernière n'a pas accouché au centre de santé. Martha et sa famille font face à des difficultés en ce moment. En effet, l'allaitement maternel ne suffit pas à subvenir aux besoins des bébés. La famille n'a pas non plus les moyens d'acheter du lait. Cette dernière lance un appel donc aux personnes de bonne volonté. Et selon les informations, les 3 nouveau-nés sont en bonne santé. Le premier enfant pèse 1,6 kg, le deuxième 3,4 kg et le troisième 2 kg. Le nombre d'enfants de ce couple est désormais de 5 avec ses triplés. Dans un tout autre contexte, les rizières et les étangs qui ont été ensevelis par la boue, entraînés par les pluies successives au niveau de la construction de la nouvelle ville Tanamasouange avoisinent les 5 quarts, selon les constatations des techniciens au sein du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, durant les travaux de contrôle effectués sur les lieux. Des travaux d'urgence d'assainissement sont déjà en cours et il est à noter que les rizières et les propriétés ensevelies par la terre font partie du projet Tanamasouange. Natera Kotmav nous en dit plus. 2 étangs et quelques rizières ont été ensevelis par la boue entraînée par les pluies successives dernièrement au niveau de la construction de la nouvelle ville Tanamasouange dans le Fukuntan, Anjananjina et Mertiatousk, lieu où sera érigée la nouvelle ville Tanamasouange. Selon les constatations des techniciens, il ne s'agit pas de 3 hectares de rizières comme l'affirment certains médias. Il ne s'agit que de 5 arts. Des travaux sont déjà en cours effectués par les techniciens au sein du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat actuellement, notamment des travaux d'urgence et des travaux d'assainissement, selon les explications du directeur de développement des nouvelles villes. Les travaux se font en permanence, mais ont été suspendus durant les pluies torrentielles. Ce genre de cas est souvent inévitable car les travaux se font sur les terrassements de terrain et des remblais, selon toujours les explications. Le directeur général des nouvelles villes et de l'habitat souligne que les techniciens effectuent en permanence des contrôles afin d'identifier l'évolution, mais aussi les anomalies dans la construction de la nouvelle ville Tanamasouange. Concernant le projet, le SENVH procédera à la compensation des biens concernés par les expropriations. En tourisme, les guides et les opérateurs touristiques de Nosy-Be se plaignent de ce qu'ils qualifient de mesures discriminatoires. Ces derniers menacent de porter des banderoles lors du passage de paquets-bots si ce problème n'est pas résolu à temps. Mervoulat-Sferen. 2 paquets-bots sont arrivés à Nosy-Be vendredi dernier, transportant 1148 touristes. Certains guides et opérateurs touristiques s'inquiètent de la pression et de la discrimination au port de Nosy-Be lors de l'accueil de ces paquets-bots. Ils affirment que tous leurs documents sont pourtant légaux et qu'ils ont suivi une formation, outre le paiement des taxes légales. De plus, certains d'entre eux ont engagé des dépenses à part, comme la location de voitures. Or, les touristes ne font plus appel aux guides ou aux autres opérateurs touristiques lorsqu'ils passent par Nosy-Be. Cependant, cette situation nuit au travail des acteurs dans le domaine du tourisme à cause de cet ordre établi dans le port. Et face à cela, ils menacent de porter des banderoles à l'arrivée du bateau de croisière qui amène les touristes à Nosy-Be.
En effet, samedi dernier, lors de la deuxième journée du passage de Paquebou, amenant des touristes à Nosibé, la situation a failli dégénérer à cause des mesures discriminatoires faites à l'endroit de ces guides. Le préfet de la police locale a discuté avec les deux parties afin de résoudre ce problème et pour que les guides et les opérateurs touristiques soient autorisés à travailler librement. Le showroom à Ramein et la centrale solaire dans le Fuktan Danda Vakwir, commune de Ramein, ont été inaugurés vendredi dernier pour renforcer la protection de l'air protégé à Mbui Chantsing, montagne des Français dans la région d'Iana. Toujours avec Mervoulet Sfiran. Le secteur du tourisme et de l'artisanat est d'une importance pour la commune de Ramein en ce sens qu'il assure la subsistance des habitants. Ce showroom est donc conçu pour faciliter la vente de leurs produits d'artisanat. 70 ménages de Fuktan Dandavakwir dans la commune de Ramein bénéficient également de l'électricité grâce à la présence de la centrale solaire offerte par le projet Biocom. La République de Corée du Sud finance ce projet si l'UNESCO le met en œuvre à Madagascar avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable et l'organisation SAGE. À noter que la protection de l'environnement est coordonnée avec l'amélioration du niveau de vie de la population, raison pour laquelle cette infrastructure a été réalisée dans la commune de Ramein selon les explications. L'inauguration du showroom de artisanat auprès de l'aire protégée montagne des Français. Le projet Biocom financé par la Corée pour un montant de 6 millions de dollars et mis en œuvre par l'UNESCO a permis d'ailleurs la protection de la biodiversité, le développement économique et le volet social de la population. Grâce à votre engagement, à votre participation active et au soutien des autorités locales, ces réalisations ont vu le jour. Le showroom d'artisanat va contribuer aux créations de revenus qui va autonomiser l'air protégé, la montagne de France. Mesdames et messieurs, cette journée est exceptionnelle car nous allons aussi inaugurer la centrale solaire de Andaba Pokhara dans l'après-midi. Une centrale qui va fournir de l'énergie propre aux villageois et qui est aussi en harmonie avec la protection de l'environnement. Notre présence aujourd'hui témoigne de l'intérêt que nous portons pour Madagascar, ainsi qu'à la conservation de la biodiversité qui rend ce pays unique au monde. La Corée a financé ce projet car pour nous, la biodiversité est une richesse commune que nous devons préserver pour la future génération. Ce showroom et la centrale solaire sont de bels exemples du dynamisme de la coopération entre la Corée et Madagascar dans le domaine environnemental. Les habitants sont satisfaits du projet car il contribue à la diminution de la pression sur l'aire protégée de la montagne des Français qui contient de nombreuses espèces rares selon toujours les explications. Page culturelle pour continuer, la relation entre Madagascar et la Chine continue de se développer. Outre les échanges commerciaux, les relations culturelles prennent également de l'ampleur. La nation chinoise a récemment célébré son nouvel an. De ce fait, l'association des Chinois de Tananarive a organisé un événement mettant en avant la culture chinoise. Reportage. Le 22 janvier a été le nouvel an chinois, l'année du lapin. La célébration s'est tenue ce jour sur le parvis d'Analakil, sous l'égide de l'ambassade de Chine. Pour sa part, l'association des Chinois de Tananarive a organisé un événement hier dans le cadre de la célébration du Nouvel An chinois, une occasion qui a également permis à cette association de valoriser et de promouvoir la relation culturelle qui existe déjà entre les deux pays depuis bien longtemps, déclare Sam Tio James, président de l'association des Chinois de Tananarive. En effet, la culture malgache et chinoise sont toutes deux mises en valeur durant cet événement. Outre les relations culturelles entre les deux pays, les échanges multilatéraux pour le développement de Madagascar sont déjà florissants et en expansion. Quant à l'ACT, elle contribue également à aider le gouvernement à travers les nombreuses activités sociales qu'elle mène.
Et une émission spéciale intitulée Zalov sera diffusée sur Viva TV demain soir à 20h50. Un programme unique qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Saint-Valentin pour discuter du monde de l'amour. La parole sera donnée aux amoureux qui y participeront et le premier anniversaire de l'émission Sabayil sera également célébré dans cette émission Zalov. Deux cyclones tropicaux, Digani et Freddy, évoluent actuellement dans la partie est du bassin de l'océan Indien, d'après le bulletin publié ce jour par le service de la météorologie. Toutefois, leur présence n'aura pas d'impact sur le temps à Madagascar au cours de cette semaine, selon toujours les prévisions météorologiques. Toutefois, l'évolution de Freddy restera à surveiller vers la fin de la semaine, d'après toujours la météo. Pour ce qui est de la prévision générale de la météo, les activités orageuses seront concentrées sur le nord-ouest et ouest du pays. Elles s'étendront sur la majeure partie de l'île vers la fin de la semaine. Par ailleurs, les hautes terres et sud-est du pays s'attendront au retour des averses orageuses à partir de jeudi. Passons à présent aux actualités internationales. Le tremblement de terre de magnitude 7,8 a fait 31 643 morts dans le sud de la Turquie, a annoncé la FAD, organisme public turc de gestion des catastrophes, et les autorités ont dénombré 3 580 morts en Syrie. L'ONU a estimé dimanche 12 février que le bilan pourrait encore doubler. France 24. Une faille profonde est soudainement apparue à la surface de la Terre, provoquant par endroits des effondrements de terrain impressionnants, des trous béants au milieu des champs. Cette faille, plus ou moins profonde selon les endroits, forme comme une ligne continue sur des kilomètres et des kilomètres. Ici, elle passe le long d'une route, détruite. C'est une conséquence du tremblement de terre en Turquie. Ces villageois sont venus voir le gouffre de près. La faille, elle commence par ici. C'est devenu un canyon. Et regardez, ça va jusqu'à 1 kilomètre là. Ahmed Aksou est le propriétaire de ces terres où il avait planté des oliviers. Son champ a été coupé en deux, en quelques minutes, la nuit du tremblement de terre, lundi dernier. Ça me fait mal, j'ai perdu mon terrain, j'ai perdu ma maison. Je suis désespéré. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes très tristes. La terre s'est déchirée. Ça ne devrait pas arriver, des choses comme ça. Mais comment expliquer l'apparition soudaine de ces failles spectaculaires? Pour ce séisme en Turquie, ce sont deux plaques qui se situent des deux côtés de la faille est-anatolienne qui se sont déplacées dans deux directions opposées, provoquant un écartement à la surface. Un phénomène qui est tout sauf étonnant pour ce sismologue. C'est une cassure dont on voit l'effet de surface, mais il faut imaginer que cette cassure, elle se prolonge jusqu'à 15 ou 20 km de profondeur. Et donc elle sépare deux blocs, le bloc à droite, le bloc à gauche. On ne voit les grandes ruptures sismiques que lorsque la magnitude du séisme est suffisamment grande pour casser toute la croûte. Et ça, c'est à partir typiquement de magnitude 6. D'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter, le séisme en Turquie a façonné un paysage nouveau sur des dizaines de kilomètres tout le long de la faille est-anatolienne. Dans une mer de drapeaux israéliens bleus et blancs, les manifestants réunis depuis ce matin, lundi 13 février, brandissent des pancartes comme sauvant la démocratie israélienne et pays en faillite morale. France 24. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui à Jérusalem pour cette manifestation de l'opposition israélienne. Vous pouvez voir derrière moi cette foule qui brandit des drapeaux bleus et blancs. Ces manifestants sont venus pour s'opposer à un projet de réforme de la justice voulu par le gouvernement Netanyahou. Elle prévoit d'amoindrir considérablement les pouvoirs de la Cour suprême israélienne en permettant notamment qu'un simple vote majoritaire au Parlement ne permette d'outrepasser une décision de la Cour suprême. Les manifestants qui sont venus ici s'opposent à cela. Selon eux, si la Cour suprême a moins de pouvoir, eh bien, la démocratie israélienne serait grandement affaiblie, remise en cause pour certains avec qui j'ai pu discuter. Ils craignent qu'Israël ne devienne une démocratie illibérale sur le modèle de la Pologne ou de la Hongrie, par exemple. Mais ce n'est pas l'avis de ceux qui sont pour cette réforme de la justice. Les supporters du gouvernement estiment que la Cour suprême a
trop de pouvoir, que ces juges nommés et non élus empêchent les députés de faire passer des lois importantes pour le pays. Et c'est pour ça qu'ils souhaitent cette réforme. Elle est donc présentée aujourd'hui en première lecture à la Knesset. Il y aura un autre texte présenté mercredi et le vote aura lieu dans les prochaines semaines. Et pour terminer cette édition en Ukraine, dans la région de Donetsk, la population tente de survivre alors que la Russie continue d'intensifier ses attaques dans la région. Toujours avec France 24. Quelques centimètres de neige, Sviatoïrsk est meurtrie. Libérée en septembre, cette ville du nord de Donetsk garde les stigmates de ces combats. Les rares habitants qui sont restés se rappellent de leur vie d'avant. On avait une si belle mairie. Ils ont tout détruit. Ici, les habitants n'ont plus rien. Seule l'ONG World Central Kitchen et ses bénévoles se relaient pour aider les gens présents sur place. Mais cette aide bienvenue peut paraître bien maigre face à la détresse des habitants. C'était terrifiant, vous savez, terrifiant. Je ne sais pas quoi faire. J'aimerais tellement retrouver la paix. Je suis née pendant la Seconde Guerre mondiale et je mourrai pendant cette guerre. Pourquoi ? Dans la région de Donetsk, les habitants ressentent de plus en plus les coupures d'électricité et les pénuries, alors même que la Russie continue d'intensifier ses attaques dans la région. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.